BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Bienvenue dans Les Pionniers. Cette semaine, au programme, le tête-à-tête avec un recordman du monde de vitesse en kitesurf, de vitesse sur l'eau à la voile, multiple recordman qui maintenant est devenu entrepreneur et crée une société qui va elle aussi aller chercher un record de vitesse. Nous aurons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Alex Kezerg. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Arthur Millerand, fondateur de Better Off, et Kevin Rubris, fondateur de Mon Agile. Et enfin, en dernière partie, Fred répondra à vos questions via toutes les questions que vous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business. Et Fred vous répond. Et tout de suite, c'est parti pour le tête-à-tête avec Alex Kezerg. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue Alex Kezerg. Tu es recordman, quadruple recordman du monde de vitesse en kitesurf. Et tu es également fondateur de Sirocco. On va avoir le temps d'aborder tout ça, c'est passionnant. Tu connais le principe du tête-à-tête. Le tête-à-tête, c'est une exploration de ton esprit de pionnier. C'est de comprendre ce qui te motive, tes émotions, tes ressentis, quand tu fais toutes ces choses exceptionnelles. Et alors, avant toute chose, je rappelle quelques chiffres quand même époustouflants sur ton parcours. Donc, 4 fois champion et recordman du monde de vitesse en kitesurf. 2 fois recordman du monde de vitesse, toutes catégories confondues, en 2008 et 2010. Tu es l'actuel détenteur du record du monde de vitesse en kitesurf à 107,3 km/h en moyenne sur 500 mètres, puisque c'est comme ça que ça se mesure. Et tu es le fondateur de Sirocco, donc à la tête d'une équipe de 20 personnes depuis Marseille, pour encore battre un record de vitesse sur l'eau. On voit qu'il y a une vraie direction. Alors donc, on va commencer par ta maîtrise de la vitesse un petit peu. Alors, tu grandis à Port-Saint-Louis-du-Rhône et ta passion pour les sports nautiques, ça commence tôt. Les fesses dans le sable. Ouais, directement. Je crois que j'ai des photos de moi avec... Oui, je suis sûr d'avoir des photos de moi avec des brassards sur une planche à voile. D'accord, et t'avais quel âge? Sur une planche à voile, donc déjà à quel âge? De 2 ans. À 2 ans sur une planche à voile. Oui, j'ai mes parents qui passaient tous leurs étés au bord de l'eau aussi, et du coup, ils m'ont mis sur une planche très tôt. D'accord. Oui, ton père était président du Wind Club, c'est ça? Oui, ça remonte à très longtemps, mais premier club de windsurf de Port-Saint-Louis. Alors, tu te lances pas tout de suite dans les exploits sportifs, tu fais des études de marketing, tu deviens commercial pendant 3 ans. Tu t'imaginais quel futur à l'époque là? Derrière un téléphone. Après, mais bon, ouais. Oui, donc tu voyais quoi? Non, le poste de commercial n'était pas là pour rien. Je vendais du matériel de kitesurf à des magasins, donc c'était quand même en contact avec ma passion. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à m'imaginer derrière un téléphone, derrière un ordinateur toute ma vie. D'accord, et donc c'est en 2000 que le kitesurf arrive en France. Et comment il est arrivé dans ta vie? Tu te souviens de la première fois que tu as vu un kite? Premier contact, c'est mon papa qui avait acheté une aile Wipika, donc les premières ailes qui sont arrivées c'est exactement ça, qui sont arrivées en France. Et, On voit la première aile de kite, et bon, là, c'est des prototypes avant l'arrivée. Avant la wing. Ouais, un peu. Et du coup, il est arrivé avec cette voile, ce cerf-volant. On a été l'essayer sur la plage. Je me suis fait une entorse au bout de 5 minutes. Et j'ai dit, ton truc, tu le gardes. Et je reviendrai quand ça sera au point. Et puis, j'ai mis un petit peu de temps, mais... Et c'est les frères Le Gagnou qui avaient inventé l'air gonflable, c'est ça? Des Bretons. Ouais, 2 frères bretons à la fin des années 70, début des années 80. Et tu as commencé à t'entraîner alors, du coup, à quel moment? Réellement, j'ai découvert le kite réellement en 2001. J'ai fait un premier stage et puis ensuite, je m'y suis mis à fond en 2002. Et alors donc, en 2005, ta passion pour le kitesurf prend le dessus. Tu quittes ton job, tu démissionnes. Et tu te lances justement dans la compétition. Tu es même allé kiter devant la Statue de la Liberté. On a la photo, donc on va voir la photo. Qu'est-ce que tu es allé faire à New York avec ton kite devant la Statue de la Liberté? Écoute, déjà, j'étais en trip là-bas, j'étais en trip aux US. Ouais. Non, j'avais mon petit frère à l'époque qui travaillait à New York, qui venait d'arriver à New York, et j'avais été le voir, et en même temps je me suis dit mais pourquoi pas amener du matériel de kite. Je crois qu'à l'époque ça avait jamais été fait de naviguer
au pied de la statue. Et puis voilà, c'était un gros kiff avant tout. Voilà, donc Stéphanie va venir nous poser quelques questions durant l'émission. Stéphanie, On va revenir sur votre parcours. Et alors, après la Statue de la Liberté en 2005, en 2008, vous partez en Namibie, où vous battez le record du monde de vitesse à la voile à 50,57 nœuds de vitesse moyenne sur 500 mètres. Comme Fred vient de le dire, c'est comme ça qu'on le mesure. Record qui sera pulvérisé 2 ans plus tard, en 2010, toujours en Namibie. Cette fois, vous êtes le premier à franchir la barre symbolique des 100 km/h sur l'eau. On le voit avec une moyenne de 54,10 nœuds sur 500 mètres. C'est 100,19 km/h. Un record absolu que vous allez à nouveau battre le 12 novembre 2013 en France en le portant à 56,62 nœuds. On dépasse les 104 km/h là. comment on se prépare pour un record du monde? On se prépare toute l'année, hein, comme un vrai sportif de haut niveau. Donc, on a une préparation en général en hiver où on essaie de travailler le foncier, le cardio, essayer de gagner en puissance. Et puis après, je passe énormément de temps. Je passais énormément de temps sur l'eau, justement pour faire ce qu'on appelle du spécifique. Donc là où on essaie de travailler plus la technique, on a aussi énormément de matériel à développer. Donc, il y avait des planches à régler, des ailes à régler avec mon partenaire Kite, mon sponsor Kite. Donc, beaucoup de travail. Mais c'est vrai que quand on voit ces images-là, ça dure 16-17 secondes. Et en fait, il y a une année de travail derrière, voire beaucoup plus si tu comptes. Oui, parce qu'en toute plus, il n'y a l'expérience. pas que... Enfin là, tu parles de l'entraînement, mais il y a aussi effectivement tout le matériel qui est très spécifique. Comment tu fabriques ton matériel? Ce n'est pas du matériel qu'on trouve dans le commerce, c'est vraiment une planche et une voile qui sont faites pour Oui. ça, quoi, pour toi ou pour le record du monde. Oui, exactement. C'est du matériel qui est fait en général sur mesure. Donc, on développe du matériel avec mon sponsor Kite qui fait fabriquer ces prototypes-là. On teste, on voit quel est le meilleur, quelle est la meilleure voie à adopter dans le développement. Et puis, on fait énormément de réglages pour tomber sur l'aile et la planche qui sont faites pour... on sait que ça sera elle, c'est celle-là que j'utiliserai pour le record. En général, le jour d'un record, j'ai une planche, une voile. Et la voile, elle est en quelle matière? C'est du spi et du dacron. Donc, il y a rien de... C'est pas des matériaux qui sont incroyablement techniques. On va plus travailler sur la forme et sur ce qu'on appelle le profil de l'aile. La forme générale qui va lui donner un comportement et des réglages qui vont nous permettre d'affiner ce comportement. La planche, elle, c'est fait en fibre de carbone. Oui, donc c'est vraiment beaucoup plus que de l'entraînement, c'est du partenariat avec aussi les constructeurs du matériel dont tu as besoin pour ton record. La vitesse, ça t'a jamais fait peur? C'est au contraire, c'est la vitesse en général, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, quel que soit le support. Ouais. On va pas rentrer plus dans les détails, mais non, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Alors bien sûr, de temps en temps, tu as des appréhensions comme tout, hein, quand l'incertitude est là. En général, ça crée des stress. Mais non, en tout cas, là, quand je vais très vite sur l'eau, c'est avant tout du plaisir, plus que du stress ou de la peur. Bon, il y en a quand même un qui avait peur pour toi un peu, c'est ton père. Ma maman aussi. Mais... ta maman aussi. Et donc, quand tu es en Namibie, ton père te dit reviens Alex, j'ai les mêmes à la maison. Hein, et donc, il te dit, il t'invite à embarquer dans un projet un peu fou, qui est celui de construire ton propre canal de vitesse au Salin de Giraud. Ça se passe comment? Construire un canal de vitesse, raconte-nous les étapes, comment ça se passe? Ouais, au départ, on ne savait pas qu'on trouverait cet endroit dans les Salins, au cœur des Salins à Salin-de-Giraud. Donc, c'est en face de Port-Saint-Louis, de l'autre côté du Rhône. Au milieu des Salins, une zone immense dans la Camargue où on a trouvé, par chance, donc on voit mon papa à l'image là, on trouve un endroit, un étang qui est, au moment où on va explorer l'endroit, qui est complètement à sec. Mais on sait, en utilisant les moyens du XXIe siècle, hein, le GPS, Google Earth, on sait qu'il a la bonne orientation par rapport au Mistral. Le Mistral étant le vent qu'on privilégie pour s'attaquer au record. Mais au départ, c'est un peu chercher l'aiguille dans une botte de foin. Hein. La zone des Salins, elle est immense. Il faut arriver à trouver cet endroit. Donc, on le trouve.
on va le visiter en février à sec. On voit que ça a la bonne forme. Et puis ensuite, il faut négocier avec les salins, leur expliquer qu'on n'est pas des fous qui viennent envahir leur site industriel, mais bien on a un projet sérieux. Et on fait venir un géomètre, on fait venir donc un géomètre qui va concevoir les limites du canal. Donc, pour rappel, c'est 800 mètres de long, 8 mètres de large, en gros 50 cm de profondeur. Donc à construire au milieu des salins. Comment tu creuses ça? Ben là, on voit les images. Il y a une pelle mécanique qui suit en gros les plans du géomètre, hein, et qui essaie tant bien que mal de creuser ce canal. Donc au Tant pied de bien la que berge. mal. Tu m'avais dit qu'elle était tombée dedans. La Oui, elle est pêcheuse. tombée dedans. Elle est tombée dedans 2 fois. comment tu l'as repêchée? Le conducteur de la pelle mécanique est tombé dans l'étang 2 fois. C'est de l'argile, donc c'est très très glissant. Et ce jour-là, il pleuvait. Et donc, au moment où il s'est mis à creuser, en fait, la pelle, elle a tout simplement glissé dans le canal. Ils arrivent à se ressortir, hein. Ils sont super doués avec ce bras mécanique là, mais donc ils sont sortis 2 fois et ensuite ils se sont mis à utiliser carrément des systèmes en gros des grandes plaques de fer qui viennent mettre sous les chenilles de la pelle mécanique pour qu'elle reste en place quand ils creusent. Alors le canal, il est orienté à 150 degrés par rapport au Mistral. Ça c'est secret normalement. Ah ouais, enfin, ça doit pouvoir. Oui, mais ça doit pouvoir se calculer. Enfin, je sais Oui. pas. On doit voir la trace. Non, je savais pas que c'était une information confidentielle. Excuse-moi. Non, non. Et donc finalement, objectif atteint. Tu fais venir Sir Michael Ellison, alias Monsieur Guinness Book des records, pour mesurer 2 nouveaux records du monde. D'abord le 11 novembre 2013, 104,8 km/h, puis le 13 novembre 2017, 107,3 km/h. En fait, tu te bats un peu contre toi-même à chaque fois. Non, enfin, non, il y a quelqu'un qui te reprend qui reprend le record à un moment. Alors, pas entre les deux, mais avant, hein, on s'est énormément bataillé avec Sébastien Catlan, qui était mon homologue français, et mon concurrent américain, Rob Douglas. On a tous les 3 eu je crois, 6-8 derniers records de vitesse en kite, et donc concurrence à chaque fois acharnée. Tu les fais venir à la compétition que tu organises quand tu fais venir le monsieur Guinness pour la première fois en 2012, Rob est de la partie, Rob Douglas. Ouais, donc là, on voit qu'il y a des gens qui te tiennent, ouais. Hein, parce que sinon tu décolles avec la voile. Là. C'est ça. Alors le problème, c'est comme je disais, le sol, c'est de l'argile. Donc quand on a les pieds mouillés comme ce qui se passe quand on finit un run, c'est une vraie patinoire. Donc j'ai besoin de personnes qui me réceptionnent à l'arrivée du run pour justement me faire passer dans l'étang d'à côté qui me permet de remonter en kite à la zone de départ. Et alors donc, en devenant le kitesurfer français le plus titré, tu deviens aussi un produit marketing. Oui. Et comment tu gères justement la vente de ton image, la vente d'Alex Kayser? Comment ça se passe, ton quotidien par la suite? Alors, je pense que c'est avant tout grâce à ma formation de marketeur que j'ai su me vendre tout au long de ma carrière. Mais je le dis assez souvent, c'est je pense, ma capacité à raconter une histoire et à faire vivre cette aventure que je vivais au quotidien, d'arriver à embarquer des partenaires qui se retrouvent dans les valeurs d'une discipline comme la mienne, où on va chercher l'exploit sportif, on va dépasser les limites, on va concevoir de l'innovation technologique pour atteindre des objectifs de performance. Donc des partenaires qui se retrouvent dans les valeurs que je véhicule tout au long de ma carrière. Et en général, c'est des partenariats que je lis sur plusieurs années, voire de très nombreuses années. J'ai des partenaires que j'ai quasi depuis mes débuts, qui me suivent et qui continuent à me suivre dans mes nouvelles aventures. Mais tu as écrit un super bouquin aussi, ouais. avec beaucoup de textes, beaucoup d'images, exceptionnel, qui s'appelle Plus vite que le vent, ouais. Qui est vraiment superbe, qui raconte un peu tout ça, qui raconte toutes tes expériences un petit peu aux 4 coins de la planète. Et donc, alors en fait, tu trouves quand même plus rapide que toi, ouais. Un bateau australien, ouais. Qui s'appelle le Sail Rocket. Il a fait quel record, ce bateau? 65 nœuds en Namibie en 2012. Ça, en kilomètres heure, ça fait 121. 121. Donc là, il a rehaussé la barre de 107 à 121. Là, il met une grosse claque.
Parce qu'à l'époque, c'est en 2012, c'est avant mes 107 km/h. À l'époque, le record était à 103 en kite, qui était le record absolu, détenu par Rob Douglas. Et là, en 2012, il met un uppercut au record. Nous, on tombe des nues parce qu'on savait qu'il tentait ce record, mais on ne savait pas qu'il serait à ce niveau-là de performance rapidement. Et effectivement, il arrive avec un concept incroyable qu'on n'avait jamais vu dans la vitesse à la voile et il pulvérise le record. Voilà. Et donc, du coup, ça te titille et tu as envie, c'est le moment que tu choisis pour te lancer dans un autre projet qui allie ta soif de record et ton âme d'entrepreneur. Stéphanie? Et on est en 2019, hein, vous vous lancez un nouveau défi, celui de rendre le transport maritime plus neutre pour l'environnement. Vous lancez le projet Sirocco à Marseille, une sorte de, on le voit, hein, bateau capsule propulsé à 150 km/h, 80 nœuds, à la seule force du vent, grâce à un foil et à l'aile d'un kite. Et vous vous donnez une date limite hein, pour réaliser ce record, les JO 2024. Ouais. C'est demain. C'est dans pas longtemps, ça. On va dire que c'est après-demain. Mais oui, effectivement, la fenêtre de temps, elle est courte. Mais on se dit que ça serait dommage de passer à côté d'un coup de projecteur comme ça sur Marseille, parce qu'en 2024, toutes les épreuves de voile des JO de Paris vont se passer à Marseille, donc ça va être un petit peu les JO de Marseille. Ouais. Et c'est une date qu'on aimerait bien, avoir pour établir un nouveau record du monde de vitesse. Alors, on avait Tony Estanguet il y a quelques semaines qui nous parlait des JO. C'est fabuleux hein, ce qui se prépare. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu des JO en France, les JO d'été. Ouais. Alors, donc, comment ça t'est venu l'idée de fonder une start-up j'allais dire de porter la casquette d'entrepreneur, mais en fait, tu es déjà un entrepreneur. Enfin, on le voit hein, comment tu as architecturé, structuré le record du monde. On voit que tu as tout pour tout l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu fais avec tout ce que tu as autour de toi. Ouais. Donc là, cette fois, c'est entrepreneur, mais avec une société, avec une boîte, et donc créer cet incroyable bateau capsule. Alors pourquoi la forme déjà? Pourquoi la forme d'une start-up? Au départ, j'aurais pu créer une structure qui aurait pu développer un projet d'événementiel sportif, un peu comme ce que j'avais fait tout au long de ma carrière finalement. En embauchant des gens, en développant un engin comme celui-là, comme notre Speedcraft. On aurait pu faire ça. Et en trouvant des financements auprès de sponsors qui allieraient leur image à notre projet. C'était effectivement une petite idée de départ, mais finalement de se dire OK, on va développer énormément d'innovations, on va défricher, on va créer, on va innover. Pourquoi ne pas essayer de capitaliser sur toute cette innovation finalement et peut-être certaines en faire des produits qui pourraient aider à la décarbonation du transport maritime. C'était en fait finalement une quête de sens dans ma carrière. C'était de se dire OK, pendant 15 ans, tu as mené une carrière fabuleuse dans le monde du kitesurf, tu as visité des super beaux endroits, tu as amener le kite à un niveau de performance très élevé, mais finalement, qu'est-ce qui reste à la fin, si ce n'est ton nom écrit dans l'histoire d'un sport? Pas grand-chose, et du coup, c'était vraiment de se dire, OK, tu es passionné par la mer, tu as un projet, peut-être que tu peux aider à contribuer à l'amélioration de l'état de cette mer avec lequel tu es au contact au travers de tes passions, et donc d'allier un projet d'innovation à un exploit. Et du coup, la forme qu'on a décidé d'adopter pour Sirocco, c'est effectivement une start-up, donc une entreprise avec une idée de business model qui soit autre que du sponsoring sportif classique, mais qui soit là dans le développement d'innovation, la commercialisation de produits, et donc ensuite avec des levées de fonds, des investisseurs. Donc vous avez levé plusieurs millions d'euros pour réaliser cela, et on en est où des essais là? Alors aujourd'hui, on a choisi avec l'équipe, donc aujourd'hui Sirocco c'est une vingtaine de personnes, en majorité des ingénieurs, on a des docteurs en physique, on a des développeurs aussi, qui développent cet engin de vitesse. On a choisi une voie notamment liée à la sécurité, de développer une version
à l'échelle 1/3 de notre engin final, donc une version drone, radiocommandée, on a vu les images juste avant, qui va nous permettre, qui est une véritable plateforme de recherche et développement et qui nous permet de prendre des risques sans réellement mettre le risque humain au milieu, hein. Sachant que moi, je vais être le pilote de l'engin que l'équipe technique, on conçoit avec l'équipe technique. Et donc, autant ne pas prendre trop de risques au tout début, défricher avec ce prototype radiocommandé. Et là, aujourd'hui, on apprend à voler avec ce prototype radiocommandé avant de designer la grande version qui fera 7 mètres de long avec une aile de kite qui fera 50 mètres carrés. Aujourd'hui, elle en fait que 19. Mais c'est déjà assez imposant. Enfin, ouais. C'est moins que ça quand on fait du kite en tant Oui, que... l'aile, on va dire la taille moyenne, c'est 10-12 mètres carrés. Oui. Là, on est sur du très grand kite Déjà déjà. très grand. Et alors donc, vous avez développé, donc, grâce à cette recherche-là, un logiciel pour les acteurs du transport maritime, justement, dans la logique d'avoir un impact positif et donc de diminuer la consommation de certains bateaux. Tu peux nous parler de la manière avec laquelle il marche, ce logiciel ? Alors, c'était une véritable case à cocher dans le projet quand même, de développer de l'innovation et de l'innovation à impact. L'idée, c'est qu'au départ, pour notre projet record, on avait besoin d'un logiciel qui nous permette d'évaluer la performance énergétique de tel ou tel concept, pour savoir sur quelle voie partir pour le projet record. Et en fait, ce logiciel-là, on s'est aperçu que ça répondait aussi aux problématiques des transporteurs maritimes, à savoir d'améliorer l'efficacité d'un cargo, l'efficacité énergétique d'un cargo ou d'un navire de croisière, et d'avoir un outil qui leur permette d'optimiser leur consommation énergétique, de simuler, pourquoi pas, l'implémentation de voiles sur un cargo, justement pour réduire la facture énergétique et donc les rejets dans l'atmosphère. Et donc notre logiciel, on l'a fait évoluer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une plateforme de jumeaux numériques. C'est un petit peu complexe, mais c'est une représentation numérique d'un bateau qui reproduit très fidèlement le comportement de ce navire en mer. Et donc on va être capable de simuler le comportement d'un navire, lui ajouter des voiles si l'opérateur veut tester des voiles, voir l'influence que ça va avoir sur sa consommation sur telle ou telle route qu'il emprunte. Ça va lui permettre de simuler ses consommations énergétiques et les optimiser afin de réduire l'impact environnemental. Le challenge dans l'industrie du transport maritime, il est colossal. On a, comme dans toutes les industries aujourd'hui, il y a des étapes à atteindre et c'est une réduction de 50% des émissions de CO2 d'ici 2050. Donc c'est un très gros challenge. Et puis 90% des produits qu'on achète sont passés par un bateau quelque part. L'impact du transport maritime, il est omniprésent dans notre quotidien. On ne s'en rend pas forcément compte, mais effectivement, toutes les marchandises que tu trouves dans le commerce aujourd'hui, elles sont transportées par la mer à un moment donné. Alors, tu as eu de la chance de faire du kitesurf dans des endroits magnifiques. Quel est ton endroit préféré ? Qu'est-ce que tu as envie de préserver ? C'est ces images-là. C'est notamment un de mes derniers trips. J'en ai fait plusieurs, hein, mais ça, c'est à Los Roques, au Venezuela. Un archipel qui est une réserve naturelle, donc déjà protégée, hein, dans lequel les locaux font très attention au déplacement, très attention à la pêche. Il y a un certain nombre de personnes autorisées, de touristes sur l'archipel. Donc c'est un endroit qui est magique pour faire du kite. Mais au-delà de ça, c'est un vrai paradis sur Terre. Kite en foil. Ouais. Vrai que non, mais les images sont folles et encore plus vues du ciel. Oui. Ça, c'est des images qui sont majoritairement tournées en drone et c'est vrai que c'est assez magique. Alors pour conclure, j'ai une question inattendue, mais elle est facile. Elle est facile. Pourquoi avoir choisi comme nom Sirocco pour ce projet incroyable ? Alors, il nous fallait un nom lié au vent. On aurait pu choisir Mistral, c'était déjà pris. Mais non, il nous fallait un nom synonyme aussi de rêve, d'exotisme. Le Sirocco, c'est un vent chaud qui vient du désert. Alors certes, de temps en temps, ça dépose du sable sur les pare-brises ou sur les pistes de ski, mais ça véhicule beaucoup d'images aussi positives, beaucoup de poésie. Et ça, on y tenait d'avoir un nom qui soit évocateur de beaucoup de choses et de choses bien. Merci beaucoup, Merci. Alex, de nous avoir fait voyager de record en record jusqu'à ce projet incroyable de record de vitesse sur la mer et de projet de transition écologique pour le transport maritime. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.